De quoi s'agit-il? Que constatons-nous depuis quelques années? Nous voyons partout des frontières qui s'effacent. Des électeurs méfiants ou absents, qui contournent leur propre régime politique quand ils en ont besoin en faisant appel à des gouvernements étrangers. Des clandestins qui acceptent de se faire filmer ouvertement, des réfugiés qui ne craignent plus les douaniers. Des terroristes qui se moquent des militaires, des délinquants qui n'ont plus peur ni des policiers, ni des juges, ni parfois même des gardiens de prison. On se demande où est passée l'autorité de l'État. On se demande aussi si c'est la fin des États ou seulement celle des États-nations. On est tenté de répondre affirmativement à la seconde question au vu de la minorité d'États-nations dans le monde aujourd'hui et leur concentration essentiellement en Europe. Alors que les autres États sont en faillite, sont fragiles, et ils sont de plus en plus nombreux ailleurs. Le monde arabe, à lui seul, en fournit trop d'exemples, de la Somalie au Soudan, de la Libye à l'Irak en passant par la Syrie. Pourtant, le déclin de la souveraineté étatique est perceptible partout ailleurs. Les cas abondent en Afrique, par exemple dans la zone des Grands Lacs, mais aussi dans la région des hauts plateaux éthiopiens, et ces cas remontent déjà à des décennies, ce n'est pas récent. On en trouve beaucoup plus encore en Europe, en particulier en Écosse, en Catalogne, en Belgique, en Ukraine. Bref, l'affaiblissement et l'effondrement des États, même les États-nations, sont des faits globaux. Mais il ne faut pas en conclure trop vite que des structures aussi anciennes, même millénaires, ne comptent plus. Quand les gouvernements sont déterminés, quand ils s'entraident, aucune autre force sociale ne peut leur résister longtemps. Voyons d'abord pourquoi le déclin des États est un fait global. Le plaquage d'un État central et d'une administration publique hiérarchique et méritocratique sur une société hétérogène suppose naturellement le consentement de ses citoyens. Or, le défaut de consentement est la cause la plus fréquente de nombreux maux affectant de nombreux pays. Voici un pays multiethnique, l'Iran, dont les populations frontalières appartiennent à des peuples vivant en majorité dans un autre État voisin. Pourtant, le consentement actif, ou bien même la permissivité qui est plus passive, y sont assez solides. Et voici maintenant un autre pays, le Nigeria. Il présente des caractéristiques similaires, mais lui, il est menacé d'éclatement. Il a connu la guerre du Biafra chrétien, il subit maintenant la pression de Boko Haram dans les États musulmans du Nord. Partout, les citoyens insatisfaits refusent de toute façon d'être gouvernés par d'autres que ceux qui leur ressemblent le plus. Au Proche-Orient et en Afrique, par exemple, confier le pouvoir à un clan différent du sien est très risqué, c'est même inenvisageable. Il est temporairement beaucoup plus efficace d'accaparer le pouvoir et toutes les ressources qui permettent de l'obtenir puis de le conserver. Mais cette attitude comporte, elle aussi, des risques à plus long terme. Par exemple, l'insatisfaction, voire la frustration de ceux auxquels on ne laisse rien, s'accroît lentement mais sûrement. Un jour, il déclenche un mouvement de protestation, souvent violent et parfois même armé. Attention, des citoyens insatisfaits de leur État existent aussi dans le Nord. On en trouve en Angleterre, en Russie ou en Italie. Dans ces pays, ceux qui croient être à l'origine de la prospérité, parce qu'ils étaient là avant tous les autres, veulent se débarrasser de ceux qu'ils considèrent comme des nouveaux venus, des intrus, des assistés. Ils sont donc prêts à faire sécession ou bien à laisser ces autres personnes faire sécession elles-mêmes. En dépit de tous ces faits, les États comptent encore. D'abord, ils sont toujours les seuls dotés d'un siège à l'ONU. Et aussi, c'est plus anecdotique, mais quand même, ils sont dotés d'une délégation aux Jeux Olympiques, et c'est vrai même quand leur territoire est occupé, par exemple la Syrie en 2015, ou bien annexé, le Koweït en 1991. Ce sont également les États qui créent, entretiennent et développent des organisations intergouvernementales. D'ailleurs, les seuls acteurs reconnus par la communauté internationale sont les gouvernements légitimes. C'est vrai au moins tant que ces gouvernements ne sont pas remplacés à l'issue d'un processus de transition plus ou moins long. Les dirigeants disposent d'un réseau de soutien d'autant plus étendu qu'ils sont au pouvoir depuis longtemps, que ce soit dans les sociétés démocratiques ou dans les sociétés autocratiques. Il est donc vrai qu'ensemble, les États restent forts. Les gouvernants se serrent les coudes, une complicité objective ou voulue s'établit entre eux.
Ils s'allient pour refuser les ingérences extérieures, pour refuser les injonctions à se réformer, particulièrement quand ils sont autocratiques. Ou bien ils se coalisent pour renforcer leur base électorale réciproque quand ils sont démocratiques. Voici tout d'abord des exemples de complicité objective entre gouvernants. La secrétaire d'État Condoleezza Rice serre chaleureusement la main du président tunisien Ben Ali, qui sera renversé par une révolution, comme chacun le sait. Le secrétaire d'État John Kerry serre chaleureusement la main du président congolais Joseph Kabila, pourtant élu dans des conditions douteuses, dont le pays est en partie dépecé par ses voisins. Poutine converse librement et dans une atmosphère conviviale avec l'actuel cheikh d'Abu Dhabi sous le portrait du cheikh précédent, son père, et ces deux régimes se renforcent mutuellement. Ces visites au sommet ne sont pas les seuls moyens de consolider des dirigeants parfois contestés, ils tirent aussi leur force d'une alliance entre eux. Dans les crises africaines ou arabes, ce qui passait autrefois pour une guerre froide des pauvres a produit des alignements durables et aussi la division en deux camps. Il est de ce fait bien plus difficile pour la communauté internationale de faire pression sur tout un groupe de pays que sur un seul. Voici une illustration de cette solidarité entre États indépendamment de leurs régimes respectifs. Lors d'une rencontre récente de la Ligue arabe sur la Syrie, les représentants saoudiens et tunisiens, que tout sépare, se réconfortent mutuellement. Parce qu'ils sont d'abord solidaires en tant qu'Arabes, en dépit de leurs différends politiques et idéologiques, ils peuvent s'accorder. Cette solidarité entre États fondée sur des principes philosophiques opposés est régulièrement attestée dans des organisations internationales censées faire progresser le droit et la liberté dans le monde. C'est le cas à la Commission des droits de l'homme de l'ONU et même au Conseil des droits de l'homme qui lui a succédé, en essayant de répondre à tous les problèmes que la première avait rencontrés. C'est vrai à l'OSCE, voire au Conseil de l'Europe, où siègent la Russie et la Turquie. Deux phénomènes viennent donc contredire l'idée de déclin des États. D'une part, les pays libéraux sont obligés de soutenir des chefs d'État illibéraux pour éviter le chaos. Ils les reconnaissent donc comme légitimes, alors que ces dirigeants ne le sont pas aux yeux de leur peuple ou de leurs citoyens. D'autre part, les États libéraux doivent accepter la présence et l'influence dans des organisations libérales de pays illibéraux, qui se soutiennent mutuellement même quand cela semble absurde, par exemple dans le domaine de la défense des droits de l'homme, un pays qui ne les respecte pas et qui se fait le porte-parole d'autres pays dans ce domaine. Tout bien considéré, il se peut donc que l'idée de déclin soit le fruit d'une illusion d'optique. Les phénomènes à l'appui de cette idée largement admise aujourd'hui ont sans doute toujours existé. Partout, des zones urbaines incontrôlées par les forces publiques, des zones sauvages abritant des hors-la-loi, existent ou ont existé. Il y a eu des déserts, des maquis, des îlots, des côtes très découpées, des sentiers de montagne. Aucune puissance au monde ne peut tout contrôler tout le temps. Même du haut d'un promontoire avec une vue à 360 degrés, comme ici en Syrie au château de Salamiyya. Et vous voyez, de là-haut on doit se sentir bien seul. En conclusion, nous pouvons dire ceci. Il est vrai que les États sont harcelés de toutes parts, comme ils l'ont probablement jamais été. Il est également vrai que les agressions qu'ils subissent sont plus globales qu'elles ne l'étaient dans le passé. Mais les États résistent plutôt bien à ces agressions. Leur déclin, s'il existe, est un déclin relatif. Ce n'est pas un déclin absolu. En tout cas, ils tiennent jusqu'à présent, car leurs dirigeants se serrent les coudes. Si les coups de boutoir des forces anti-étatiques se faisaient plus efficaces, ce serait évidemment une autre histoire.